Spécial pouvoir d'achat, alors que le gouvernement présente cet après-midi une série de mesures pour soutenir les ménages, premières victimes de l'inflation. Alors il y a un jeu, qui soutient quoi, qui vote quoi, revue des troupes, et on en parle juste après. Ce que nous propose le gouvernement, ce sont des mesures d'urgence qui sont toujours conjoncturelles, et c'est un chèque après l'autre. Est-ce que les Français veulent vivre d'aumône? Est-ce qu'on veut vivre d'obol? Est-ce qu'on veut vivre d'aide publique? Est-ce qu'on veut vivre de petits bons qu'on nous remet? Une espèce de bricolage, en réalité, que propose aujourd'hui le gouvernement dans cette approche des questions de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, on propose de faire des chèques à tout le monde. On fait un chèque sur le carburant, le temps que ça se calme. On fait un chèque alimentaire, parce que, etc. On a un texte qui arrive sur le pouvoir d'achat qui est fondamental, qui est attendu par les Français avec impatience, attendu par les retraités pour la revalorisation et l'indexation de leurs retraites, attendu par les fonctionnaires, attendu pour le prix du carburant, le prix de l'alimentation. Je veux que ce texte puisse être voté. L'exécutif attendu, mais les oppositions attendues aussi, Frédéric. Oui, enfin, en tout cas, si on voit déjà, les lits ont quand même bougé en quelques instants, quelques heures. La déclaration, alors là, c'est pas très surprenant, de François Ruffin, Olivier Marleix non plus, mais Marine Le Pen, elle dit je vais voter le texte. C'est ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Et donc, si on mathématiquement, le gouvernement fera passer son texte pouvoir d'achat, puisque si on ajoute les voix du Rassemblement national à celle de la majorité relative dont dispose Elisabeth Borne, ça passe à l'Assemblée nationale. Donc, c'est déjà un premier fait politique. Après le discours de politique générale. Peut-être même une forme de séisme quand même, parce que les oppositions vont se réveiller, et les autres. Ça va même encore un peu plus loin que ce que souhaitait Elisabeth Borne, qui hier faisait l'apologie du compromis, de la co-responsabilité, des majorités de projets. Là, c'est le Rassemblement national, avec qui elle ne voulait officiellement pas parler. C'est même un cadeau empoisonné. Qui vient lui apporter ses voix. D'autant que, texte pouvoir d'achat. Sous votre contrôle, elle a validé l'expression hier au journal de 20h de Gérald Darmanin sur les amis et les ennemis. Elle classe toujours le Rassemblement national parmi les ennemis. Oui, alors elle n'est pas aussi catégorique quand même sur l'appellation guerrière qu'avait utilisé Gérald Darmanin, mais elle a fait un distinguo. D'ailleurs, hier, Elisabeth Borne, elle a cité tous les présidents des groupes d'opposition, sauf ceux du Rassemblement national et de LFI. Donc elle a pris soin de faire de distinguer entre les oppositions. Mais la première des oppositions qui vient soutenir son texte pouvoir d'achat aujourd'hui, eh bien, c'est le Rassemblement national, et c'est tout de même une surprise. Guillaume Roquette, est-ce que ça l'oblige, Elisabeth Borne, ce vote RN pour faire passer son texte? Est-ce qu'elle devient l'obligée de Marine Le Pen, ce qu'elle voulait éviter à tout prix? Non, je ne pense pas, parce que de toute façon, si on vous fait un chèque, vous l'acceptez. Donc, ça dépend du montant. Au degré zéro de la politique. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, encore qu'on pourrait en discuter sur les mesures elles-mêmes. Mais globalement, on n'est pas là dans un affrontement bloc contre bloc. Il n'y a pas d'idéologie derrière ça. Et Marine Le Pen, c'est même la spécificité de son positionnement, se met sur un registre social du côté des consommateurs, des classes populaires. Donc, de son côté à elle, on ne comprendrait pas qu'elle ne soutienne pas ce genre de proposition, même s'il faut attendre, parce qu'il faut avoir les détails. Du côté du gouvernement, je pense qu'il y a aussi des gens chez LR qui vont au moins s'abstenir. Donc je ne pense pas qu'on aura le sentiment que c'est le Rassemblement national qui, sur ce texte-là, sauve le gouvernement. Même les 100 € à la rentrée pour les ménages les plus fragiles, c'est la France insoumise elle-même qui a dit, et c'était François Ruffin encore, me semble-t-il, que comprend, il allait le voter. Donc je ne crois pas que ce soit vraiment un piège. Mais est-ce qu'elle peut le voter? Pour l'instant, elle ne dit pas si on inclut les amendements du Rassemblement national. C'est peut-être ça la condition. Attention, à mon sens, elle n'a pas dit on va voter le texte. Elle a dit à l'intérieur du texte du projet de loi pouvoir d'achat, certaines mesures peuvent recueillir notre assentiment. C'est pas exactement la même chose. Et à mon avis, et par ailleurs, il y a un point dur pour le Rassemblement national qui est la fiscalité sur le carburant. Tout à fait. Marine Le Pen veut ramener le prix du litre à 1,80 € en baissant les taxes. Ses conseillers disent que ça coûte, en manque à gagner pour l'État, 12 à 14 milliards d'euros. On va rentrer dans le dur des discussions, là. Et attention à ce que la recherche du compromis ne devienne pas la surenchère budgétaire. Le texte pouvoir d'achat tel qu'il est présenté... Comment est-ce qu'il pourrait en être autrement ?
Ce sera la surenchère budgétaire. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir un peu de courage politique. Donc, quand le gouvernement, cet après-midi, présente un texte qui coûte 25 milliards en finances publiques, les Républicains, c'est peut-être le point peut-être le plus surprenant. Les Républicains disent qu'il faut baisser la fiscalité sur le carburant pour amener le prix du litre à 1,50. C'est 50 milliards de recettes en moins pour l'État. C'est la course à l'échalote. Oui, mais donc, ça va être l'enjeu des discussions. Est-ce qu'Elisabeth Borne, Bruno Le Maire, Gabriel Attal auront la capacité d'endosser le costume du sérieux budgétaire ? Oui, il faut bien sûr apporter un bouclier parce que nos concitoyens se prennent le choc de l'inflation en pleine figure. Mais est-ce que pour autant, il faut jeter par-dessus bord toute notion de... Il y a plutôt un côté cigale que fourmi chez Elisabeth Borne. À un moment donné, il faut faire les comptes, quoi, parce que ça commence à devenir quand même un peu fou. Moi, j'ai fait le calcul de ce qui a été annoncé hier par Elisabeth Borne. Vous avez donc le texte pouvoir d'achat, c'est 25 milliards. Voilà. Vous ajoutez l'accélération de la baisse des impôts de production, qui a été promise aussi pour les entreprises. Ça, c'est 8 milliards. Vous ajoutez la fin de la redevance audiovisuelle. Ça, c'est 3 milliards. Vous ajoutez la nationalisation d'EDF. La nationalisation d'EDF, c'est entre 5 et 7 milliards. Vous ajoutez... Enfin, voilà. Rien que ces annonces-là, on est déjà à plus de 40 milliards de dépenses. Je rappelle que pour les précédentes mesures de pouvoir d'achat d'automne dernier, c'était 25 milliards. Donc on est à 65 milliards. S'il faut rajouter à ça 25 milliards supplémentaires pour la baisse de la TVA sur le carburant, c'est pas une impasse budgétaire, c'est un espèce de mur. Quelles sont les recettes en face ? Quelles sont les recettes ? La réforme des retraites ? Il n'y en a plus. Ou en tout cas, il y en a une moitié. Il y a un croupion de réforme des retraites. C'est 10 milliards par an. Ça va vite être siphonné. Alors non, mais si on va aux 65 ans... Si on va aux 65 si on va aux 65 ans, ça peut aller jusqu'à 15 milliards. Mais les 65 ans, personne n'y croit vraiment. Et à côté de ça, il y a quoi ? Promesse de pas de hausse d'impôts. Donc, c'est pas là, a priori, qu'on va trouver de l'argent. Donc, c'est la dette, 3 000 milliards. Ah non, on n'a dit pas de dette. Mais oui, mais enfin, je sais pas moi, mais à un moment donné, il y a c'est le moment d'avoir des idées, voilà, messieurs. Oui, mais alors des idées, tout le monde en a pour les dépenses, mais alors pour les recettes, ça devient plus compliqué. Pour les économies, là, il y a encore plus personne. Voilà. Il y a deux choses qu'il faut distinguer. De toute façon, il va y avoir deux textes. Un texte des mesures elles-mêmes, et puis un deuxième texte, ce qu'on appelle le projet de loi de finances rectificative, qui va financer ces mesures. Donc ça va se déconnecter en deux temps dans la semaine du 18 juillet. Mais l'habileté d'Elisabeth Borne et du gouvernement, c'est d'avoir pris l'opinion publique à témoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français, ils attendent ces mesures pouvoir d'achat. Et donc, qui votera contre, ce sera difficile pour un parti politique, même en posant des conditions, en demandant un peu plus ou un peu moins de ci ou de ça, ce sera au final assez compliqué pour les responsables politiques de s'opposer à des mesures de pouvoir d'achat que les Français attendent. Et puis la deuxième chose, c'est que les Français, ces chiffres dont vous parlez, 50 milliards, 25 milliards, c'est totalement abstrait pour la plupart des Français. Ils ne se rendent pas compte. Après le passage Covid, j'ai l'impression que les gens ne se rendent plus vraiment compte. On a ouvert les vannes très largement. Donc ça, qu'on explique aux Français comment on finance, très bien. Aujourd'hui, 40 000 euros de dette par Français, ça commence à faire... Le gouvernement pose des mesures concrètes pour les Français sur la table. Ça sera très compliqué pour les oppositions, même s'ils vont essayer de ferrailler pour obtenir des ajustements ou des détails, ça sera très compliqué pour les oppositions de s'y opposer. Quelles mesures concrètes ? François-Xavier nous en a donné quelques-unes. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour notre porte-monnaie, votre porte-monnaie ? Voyez le détail avec Maxime Marie. Mesure principale, une aide inflation pour faire face à l'augmentation des prix alimentaires. Ce sera en fonction des revenus, versée automatiquement sur le compte bancaire de près de 8 millions de bénéficiaires. Une aide de 100 € par ménage, auxquels s'ajouteront 50 € supplémentaires par enfant à charge. Le gouvernement réfléchit aussi à un autre type de chèque. Le chèque alimentation, qui est une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui intéresse beaucoup nos agriculteurs, c'est pour permettre aux Français, y compris ceux qui ont des revenus modestes, de pouvoir accéder à des produits locaux, bio, de qualité. Autre piste, un geste spécifique pour ceux qui utilisent de manière intensive leur voiture dans le cadre de leur travail. En attendant, la ristourne de 18 centimes par litre est maintenue jusqu'à fin août. Quant aux pensions de retraite et aux minima sociaux, tous seront revalorisés de 4%. Au total, l'ensemble des mesures pouvoir d'achat devrait coûter près de 25 milliards d'euros. Le texte doit être présenté cet après-midi en Conseil des ministres pour un examen à l'Assemblée mi-juillet. Et oui, Guillaume Roquette, on pense même au bio.
Oui, on pense même au bio, parce qu'effectivement, on ne comprend pas encore très bien. L'idée, c'est que ce chèque alimentation, comme il a été suggéré par la Convention sur le climat, ce serait uniquement pour les gens qui ne font pas rentrer de pesticides dans leur production, pour l'agriculture bio, mais elle est beaucoup plus chère. Donc tout ça, ce n'est pas encore complètement clair. La seule façon de s'en sortir, à mon avis, c'est de cibler ces aides au maximum. Alors, on voit bien qu'il y a un début d'effort. D'abord, il n'est pas illogique que ce chèque qui soit réservé aux gens qui en ont vraiment besoin. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'évolution du système de compensation de la hausse des prix du carburant. Jusqu'à présent, c'est la même somme pour tout le monde. 18 centimes pour 18 centimes de réduction, entre guillemets, sur le prix du litre. Et à partir de l'automne, en fait, ce sera réservé aux gens qui utilisent leur voiture. Voilà. Mais surtout qui utilisent leur voiture pour travailler. Donc l'idée, c'est de dire, si vous voulez partir en week-end, il faudra payer plein pot. Et comment on va faire? Je ne sais pas comment on va mesurer. Merci. Alors, merci David. Le bon sens, c'est-à-dire comment on détermine. On va inventer une usine à gaz. Voilà. Je vous rappelle que ce pays a 5 millions de fonctionnaires, il faut bien les occuper. Et donc l'idée, un peu comme les 80 km/h, et on y reviendra dans un an. L'idée, c'est que vous allez déclarer aux impôts que vous utilisez votre voiture, vous allez donner le nombre de kilomètres par jour, et ensuite, on vous calculera la ristourne à laquelle vous avez droit. Effectivement, il faudra que ce soit cohérent avec l'adresse qu'il y a de l'entreprise sur votre feuille de salaire, avec votre domicile. Bien sûr, ça va être compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est surtout de faire des annonces. Après, concrètement, comment est-ce que ça va se réaliser? Ça, c'est un autre sujet. Et pour ce qui est du financement, vous avez vu, la Cour des comptes commence déjà à dire vos prévisions, là, on n'y croit pas. Oui, un déficit de 5%. Voilà. En fait, on va une fois de plus dépasser les déficits. Ouais. Mais dès lors que l'argent tombe du ciel depuis le Covid, si vous voulez, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Je pense que tant qu'on ne sera pas pris à la gorge par l'augmentation des taux d'intérêt, et où donc un jour le ministre des Finances va aller voir le président en disant on peut plus, et ça va continuer. Ouais. David. La raison, c'est ce que Guillaume y est parvenu, c'est que les taux d'intérêt ont augmenté. Vous y êtes arrivé. Et ça n'est pas à fini. la fin du raisonnement. Et ça n'est pas fini. Et ça n'est pas fini. Donc il n'y a plus d'argent gratuit. Et ça, c'est un changement considérable. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste très brièvement, parce que en fait, c'est pas tellement. Enfin, on reste too big to fail, comme on dit dans les milieux économiques. C'est-à-dire que la France est extrêmement puissante. Donc, on se relaxe. On ne va pas tout d'un coup être la Grèce ou même l'Italie dans 3 semaines. Ceci étant posé, le problème des taux d'intérêt qui augmentent, c'est la charge de la dette. C'est-à-dire que c'est ça la difficulté, c'est que si au bout d'un moment, chaque année... C'est le budget de l'éducation nationale. Chaque année, vous êtes étranglé. Vous êtes étranglé. Le budget est 40 milliards par an. Et la conséquence de ça, c'est qu'ensuite, vous ne pouvez plus financer aucune politique publique. Ouais. Donc si on est trop endetté, les politiques généreuses, les politiques d'aide à nos concitoyens les plus défavorisés vont être difficiles. Vous êtes en train d'expliquer aux Français qui nous regardent quand même que tout ce que va vendre le gouvernement pour leur porte-monnaie, à un moment donné, il va falloir le payer au centuple. Donc, ou on le fait pas, ou on le fait et on le paiera. Ce qui m'a frappé hier, c'était que la réponse d'Elisabeth Borne dans le deuxième volet, qui est le volet un peu des finances, c'était de dire on compte sur le plein emploi et sur la croissance pour payer tout ça. Juste le problème, la croissance, elle était de 7% l'an dernier, ça nous a ramené à peu près 30 milliards en plus de rentrée fiscale. Cette année, c'est 2,5%. L'année suivante, l'année prochaine, c'est 1,2% pour la Banque de France. Donc, vous voyez, déjà, ces recettes-là, ces excédents de recettes, le plein emploi, on est à 7% de chômage, on a baissé, mais de là à ce qu'on arrive au plein emploi, on est plutôt sur une phase de stabilisation. Donc, ce surcroît de recettes sur lequel pouvait compter le gouvernement il y a quelques mois avant la crise, il est quand même aujourd'hui en train de disparaître. Alors, il y a 2 enjeux autour de ce texte. D'abord, comment on va le financer, en effet, parce qu'on ne connaît pas encore toutes les mesures. Ça dépend des gestes envers les oppositions. Et puis justement, ces oppositions, qu'est-ce qu'elles vont faire sur ce texte? Nous avons en ligne Christine Pires-Braun, porte-parole du PS à l'Assemblée. Alors, bonjour, vous avez sans doute entendu Marine Le Pen qui a dit je veux que ce texte y passe, parce qu'il y a urgence sur le pouvoir d'achat des Français. Quelle va être votre position à vous? Alors ça tombe bien parce que nous aussi on veut examiner ce texte et le plus vite possible parce qu'il y a effectivement urgence. Alors le texte, on vient juste de l'avoir. Il y a 1 heure, il est arrivé donc sur nos mails. Donc je n'ai pas eu le temps puisque j'étais en commission des finances ce matin même sur la loi de règlement. Donc notre position à nous va être de vérifier si déjà, on ne sait jamais, les mesures que nous avons proposées avant-hier dans une proposition de loi pouvaient s'y retrouver. Et je pense
en particulier aux mesures concernant les revenus, concernant les salaires, s'y trouve, j'en doute néanmoins. Et donc, je pense qu'on va avoir confirmation avec ce texte qu'on continue des mesures sous forme de chèques. Vous avez parlé tout à l'heure du chèque inflation, du chèque alimentaire. On préfère, nous, une hausse des salaires, des revenus, des pensions, des allocations, tout simplement parce qu'on considère que le travail doit payer, c'est-à-dire que c'est le fruit du travail qui doit permettre de vivre. Et quand le coût de la vie augmente, eh ben, les revenus doivent eux aussi augmenter, tout simplement. Christine Pires-Beaune, vous faites partie de la NUP et l'une des demandes, justement, c'était notamment un SMIC à 1 500 €. Est-ce que dans le texte que vous avez reçu il y a 1 heure, le SMIC est revalorisé à la hauteur de ce que vous espérez ? Alors non, il n'y a pas de revalorisation effectivement dans le texte du gouvernement et donc par amendement, nous proposerons ce que nous avions proposé pendant la campagne électorale, 1 500 € net. Mais j'ai envie de vous dire, nous allons même proposer ce que nous avions proposé par proposition de loi, puisque en fin de quinquennat précédent, les socialistes avaient déposé une proposition de loi pour augmenter le SMIC. Alors, vous savez que à la question « Que faut-il faire pour les salaires des Français ?», la Première ministre, elle a une réponse toute faite. Vous allez réagir après. On écoute Elisabeth Borne. Le gouvernement agit et le Parlement, j'espère, votera rapidement ce projet de loi. Il faut aussi que les entreprises prennent leurs responsabilités. Les entreprises qui ont des marges financières, il faut qu'elles augmentent leurs salariés. Ça peut être de l'augmentation de salaire, ça peut aussi être les primes exceptionnelles de pouvoir d'achat, ce que les Français connaissent bien maintenant. Donc moi j'invite les entreprises qui le peuvent financièrement à augmenter les salaires ou à mobiliser ces primes de pouvoir d'achat. Alors, votre réaction ? Je crois que j'ai répondu par anticipation. La réaction, c'est que d'un côté, vous avez un gouvernement qui veut augmenter via des primes les revenus, donc avec des mesures ponctuelles, et de l'autre côté, nous qui effectivement voulons augmenter les revenus et notamment les salaires. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas propre à la France. On est ce qui se passe dans d'autres pays européens, ce qui se passe aux États-Unis par exemple, montre que les salaires vont devoir augmenter tout simplement parce que le coût de la vie augmente. Effectivement, c'est vrai, mais aussi parce que sinon, vous ne trouvez plus personne et il y a des métiers qui ne sont plus du tout attractifs par rapport au coût de la vie et à la pénibilité de ces métiers, par exemple. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon travail cet après-midi. Alors, les entreprises qui le peuvent, oui. Les autres, celles qui ne peuvent pas, ou parfois les chefs d'entreprise ne peuvent même pas se payer eux-mêmes, ils font comment ? Pour augmenter les salaires. Enfin, c'est le sujet de l'augmentation du SMIC, c'est-à-dire que vous le décrétez là, en l'occurrence, ce que demande la NUP, c'est 1 500 €. C'est plus 12% par rapport, plus 12% par rapport au niveau actuel. On est à 1 300 € net à peu près. Donc c'est considérable comme hausse, plus 12%. Je rappelle que pour les retraites, on est à plus 3,5%, etc. Donc aujourd'hui, il y a plein de petites entreprises, de PME, etc., qui ne peuvent pas assumer des hausses de ce niveau-là. Et c'est pour ça aussi que le gouvernement est très réticent sur la hausse du SMIC. C'est que ça a forcément une répercussion sur toute l'échelle des salaires. Le deuxième sujet, c'est que les mesures qui sont ponctuelles, l'avantage, c'est que justement, elles sont ponctuelles. Donc, elles ne sont pas, elles pénalisent pas, ou en tout cas, elles ne pèsent pas sur les comptes des entreprises ou d'autres secteurs sur la durée. Elles pèsent de façon épisodique. Là, quand on demande une augmentation du SMIC, c'est ad vitam aeternam. On ne va pas jamais le rebaisser, évidemment. Donc, c'est un peu plus compliqué à faire passer auprès des entreprises. Merci à tous les cas. Juste d'un mot, Guillaume, parce qu'on on peut généraliser ce raisonnement. Les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient arriver la récession. En tout cas, le risque de récession. Ils voient leurs coûts qui augmentent avec l'énergie, avec les matières premières. Donc, ils voient leur rentabilité, qui a été bonne l'année dernière, avec des perspectives de dégradation. Est-ce qu'ils vont augmenter les salaires dans cette conjoncture-là ? C'est pas évident du tout. Merci beaucoup à tous les quatre. Je rappelle que ce texte sur le pouvoir d'achat, il est présenté à 16h en Conseil des ministres. Vous pourrez le suivre, évidemment, les réactions et la présentation des grandes lignes à 16h